Quand Harrison Ford apparaît sur scène pour faire un discours, on l'accueille toujours avec la même musique. Cette musique de John Williams lui sera pour toujours associée, tant il a marqué les esprits au cinéma en incarnant un de ses personnages les plus emblématiques dans une saga qui a redéfini en profondeur le cinéma d'aventure. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un aventurier courageux, Un sacrifice humain, des extraterrestres, et un voyage dans le temps. 5 films d'une même saga qui n'ont rien à voir entre eux. Bienvenue dans Rien à voir les films. À la fin des années 70, Steven Spielberg a choqué le monde entier avec son requin en carton dans les dents de la mer et ses aliens tout gris de rencontre du troisième type. Son grand ami, George Lucas, lui, a complètement renversé l'industrie hollywoodienne en sortant coup sur coup La Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque. Ils ont créé en fait une nouvelle vague américaine avec le précieux soutien de Francis Ford Coppola. D'ailleurs, comme un passage de flambeau cinématographique, Spielberg a même intégré Truffaut dans un de ses films. Et donc, quand deux des nouveaux grands visionnaires de l'industrie s'associent pour créer un nouveau film, Lucas à l'écriture, Spielberg à la réalisation, ça donne un nouveau grand chef-d'œuvre, une nouvelle pierre angulaire à cette nouvelle vague, ça donne Les Aventuriers de l'Arche perdue. Alors qu'il fouille un ancien temple à la recherche d'une idole sacrée, Indiana Jones se fait trahir par ses guides et se fait rattraper par des Allemands qui lui dérobent l'artefact. Dr. Jones. Encore une fois, vous le voyez, il n'est rien que vous ne possédiez dont je ne réussisse à m'emparer. Il fuit et revient aux États-Unis où il reprend sa vie de professeur d'archéologie dans le but de financer ses recherches. Une nouvelle aventure l'appelle, celle de retrouver l'Arche d'Alliance, un objet biblique, mystique qui renferme un pouvoir étrange. Sauf que les méchants Allemands des années 30 la convoitent aussi. Il va donc se lancer dans une course pour la trouver en premier, aidé de Marion, une archéologue aussi aventureuse que lui. L'Arche d'Alliance renferme des trésors au-delà de vos aspirations les plus audacieuses. Vous voulez voir ces trésors comme je veux les voir. Après de grands voyages aux quatre coins du globe, ils finissent par mettre la main sur l'arche, mais c'est les Allemands qui auront l'honneur de l'ouvrir en premier et de découvrir la terrible malédiction qu'elle renferme. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est une invitation irrésistible à l'aventure et à l'exploration. Le film nous plonge dans un suspense constant, des décors variés, des personnages attachants, offrant une réussite cinématographique de bout en bout qui commence avec l'une des meilleures introductions de personnages. Si James Bond est associé à un costume 3 pièces, une Aston Martin et un Martini, et Mad Max a une veste en cuir, un moteur V8 et un fusil à canon scié, Indiana Jones est immédiatement identifiable à son chapeau, sa veste marron, et son fouet. Ces éléments emblématiques sont mis en avant dès le générique, où la caméra s'attarde sur ces éléments sans révéler immédiatement le visage d'Indy, établissant ainsi son identité visuelle unique qui le différencie immédiatement des autres membres du groupe d'exploration. Le premier visage qu'on voit, c'est celui de Satipo, qui est joué par Alfred Molina. Il regarde en arrière, il est méfiant, il est opposé à Indy, ce qui laisse entrevoir une future mésentente. Un autre membre du groupe presse les retardataires, en espagnol, indiquant que ses compagnons sont des locaux accompagnant Indy dans sa quête. Ensuite, il marche à contre-jour, nous empêchant toujours de voir le visage d'Indy, pourtant leader déterminé de ce groupe. Déterminé et confiant, contrairement aux autres qui traînent la patte et sont fatigués. Alors ils sont aussi fatigués parce qu'ils portent tout le matériel, explicitant le fait qu'ils accompagnent Indy moyennant finance. Sur les plans suivants, la caméra est éloignée et cachée par les branches, comme si quelqu'un attendait, tapis dans un buisson, le bon moment d'agir. Et donc il est maintenant temps d'introduire une nouvelle facette de la personnalité du Dr. Jones, son courage. Une statue, des chauves-souris, l'homme de tête effrayé, pas de quoi surprendre Indy qui prend le relais. Les deux qui le suivent sont perdus, et nous on n'a toujours pas vu le visage d'Indy. Le plan large suivant nous permet de voir qu'ils ne sont plus que 3, et sans plus d'explication, on découvre une flèche plantée dans un arbre. Indy comprend ce qui se trame, mais c'est Satipo qui va nous l'expliquer. Ils sont observés, comme on l'avait compris. Maintenant que le décor est posé, c'est le moment de nous révéler le lieu et l'époque, Amérique du Sud, 1936. Et enfin, les derniers éléments constitutifs des personnages, son fouet, son adresse et son intelligence. Une fois ce portrait dressé, on peut révéler son visage. Et à partir de là, on va utiliser tous ces éléments pour construire la scène de l'exploration du lieu. Indy s'y engouffre alors que personne n'en sort jamais vivant, il observe chaque détail avec attention, fait preuve d'un sang-froid exemplaire et anticipe tous les pièges.
On peut d'ailleurs remarquer que Spielberg montre bien ce que donne chaque piège une fois activé pour comprendre son danger. En fait, si Indy ne le faisait pas, la scène serait beaucoup moins intéressante. Vient le moment de récupérer l'idole. L'hésitation, l'anticipation du piège qui ne suffit pourtant pas et lance, comme vous le savez, une boule géante qui menace de mettre en charpie un aventurier un peu trop confiant. La fuite se fait dans la précipitation, également dans la trahison qu'on avait un peu vu venir, et dans l'improvisation face à une situation désespérée. La fin de la scène nous donne à voir un ressort scénaristique beaucoup utilisé dans cette saga. Les méchants laissent faire Indiana Jones pour lui voler le fruit de son travail à la fin. On révèle aussi à la toute fin qu'il avait un pistolet, montrant que c'est un accessoire qui ne le définit pas. C'est un aventurier, pas un tueur, même si ça va un peu en contradiction avec cet autre moment du film. Et enfin, pour finir cette superbe séquence d'introduction, on nous donne à entendre le thème iconique du personnage après une course-poursuite. Après ces 12 minutes de pur cinéma, on pourrait se dire que cet explorateur mystérieux est un héros de cinéma parfait. Mais tout bon Superman se doit d'avoir sa kryptonite. Et dans le cas du Dr. Jones, ce sont les serpents, comme ça nous est montré dans ce passage comique, qui vient trancher avec le ton du film depuis le début. De l'action, des trahisons, de l'iconisation, des méchants discrets, de l'humour, tout ce qui fait le grain de la saga est présent dès la première scène. Et pourtant, il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Son nom, pour commencer, car il n'est jamais mentionné, est absent du titre du film, et surtout, ses motivations. On a donc affaire au docteur Indiana Jones, un professeur qui enseigne l'archéologie à l'université dans le but de financer ses recherches d'objets de valeur à exposer dans des musées. Cette version du professeur Jones est très différente de l'aventurier au début du film. Il manque d'assurance, semble à l'étroit dans son costume cravate, mais attire physiquement et malgré lui les étudiantes qui suivent son cours. Très clairement, il n'est pas dans son élément en tant qu'enseignant à l'université. C'est un homme de terrain, et ça tombe bien, car après son échec en Amérique du Sud, une nouvelle mission se présente à lui, retrouver l'Arche d'Alliance qui renfermait en son temps les 10 commandements de Moïse et est maintenant enfoui au fond d'un temple. C'est cet objet sacré que les nazis veulent récupérer pour l'emmener à Hitler, qui se passionne pour les antiquités religieuses. En fait, l'Arche perdue, c'est un MacGuffin, c'est-à-dire un objet que des personnages veulent à tout prix récupérer pour X ou Y raison, et qui est un prétexte pour lancer le scénario. C'est un procédé très utilisé notamment par Hitchcock dans Psychose avec les billets volés. On pourrait aussi citer Le Faucon Maltais dans le film du même nom, mais l'exemple le plus connu reste la mallette de Pulp Fiction. Tous les films Indiana Jones reposent sur ce principe qui appelle immédiatement à l'aventure. Mais là où cette arche perdue se distingue du reste, c'est par ce qu'en disent les agents du FBI. En fait, elle semble renfermer un pouvoir secret, une colère de Dieu ou un grand pouvoir. En fait, on n'en sait rien. Mais les nazis la veulent, alors c'est hors de question de la leur laisser. L'aventure est maintenant lancée, direction le Népal. Indy a retrouvé son chapeau et sa confiance et peut profiter du voyage illustré par un planisphère sur lequel se trace une ligne rouge qui représente son trajet. C'est un autre élément qui va revenir dans chacun des films. Pendant ce temps, on découvre le personnage de Marion, aussi connu pour être le personnage le plus sous-exploité de la saga. D'ailleurs, on peut féliciter sa capacité à se remettre aussi vite de 12 shots de tequila quand elle retrouve Indiana Jones pour parler sérieusement et se battre avec des nazis. Ces mêmes nazis d'ailleurs qui apparaissent dans le bar de la même manière que Indiana, avec leur ombre. Des ombres très différentes puisque celle d'Indy est dominante, glorieuse, aérée et reconnaissable grâce au chapeau, tandis que celle des Allemands se veut angoissante, écrasant Marion dans le cadre. Les ombres sont également un élément sur lequel on aura l'occasion de revenir pour les autres films, tant elles font véritablement partie de l'identité de la saga créée par Spielberg pour tous ses films. Globalement, le reste du film consiste à faire avancer la recherche vers l'Arche perdue, et c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Spielberg utilise tous les éléments introduits depuis le début, comme la peur des serpents, son fouet et son pistolet, mais aussi les éléments de scénario comme la trahison et le fait que les Allemands s'accaparent son travail. Alors même si j'ai envie de lui reprocher quelques longueurs, globalement le film est très rythmé, beaucoup de scènes d'action qui demandent d'employer toutes les capacités d'Indy jusqu'à la fin, qui est pour moi la raison pour laquelle le film est resté ancré dans les mémoires. Les nazis se sont donc emparés de l'Arche perdue, et dans un élan de curiosité, ils décident de l'ouvrir. Marion et Indiana sont attachés à un pylône, et assistent démunis à la scène. Et là, le film décide de complètement virer dans l'horreur graphique. Un esprit qui sort de l'arche et fait fondre le corps de tous les nazis, comme pour les punir de leurs péchés avant de retourner dans sa boîte, libérant ainsi nos deux aventuriers. Dans le reste du film, on avait des moments assez angoissants, des corps mutilés, des squelettes, des insectes, mais rien qui ne sorte du réel. Spielberg et Lucas ont, avec cette scène, posé une dernière base à ce que doit être un film de la saga. On cherche un MacGuffin, certes, mais celui-ci promet de surprendre le spectateur avec un élément fantastique, inattendu. Et autant le dire tout de suite, tous ne seront pas de cette qualité. Enfin, le film se termine par un entrepôt plein d'objets de collection qui vient nous dire que d'autres aventures auront lieu, ou qu'elles ont déjà eu lieu. Avec le succès des Aventuriers de l'Arche perdue et de l'Empire contre-attaque un an avant,
George Lucas et Steven Spielberg sont propulsés au rang de monstres du cinéma. Et Harrison Ford, qui en espace de 3 ans a incarné Han Solo, Indiana Jones et Rick Deckard dans Blade Runner, est devenu une superstar à Hollywood. Mais les trois compères ne comptent pas s'arrêter là. Alors que Spielberg travaille sur son prochain film, E.T., Lucas achève sa trilogie Star Wars avec Le Retour du Jedi, un film qui se veut plus enfantin que le précédent, beaucoup plus sombre. Dans le même temps, les deux réalisateurs connaissent des divorces douloureux, et quand vient l'heure de créer un deuxième opus Indiana Jones, une histoire assez sombre voit le jour. Cette fois-ci, on retrouve notre aventurier préféré un an avant les événements du premier film, en 1935. Il est à Shanghai au milieu d'une situation délicate alors qu'il est empoisonné et cherche à récupérer un diamant des mains d'un mafieux local. Il réussit à s'enfuir, amenant avec lui Willie Scott, la chanteuse du club qui a récupéré l'antidote, et 2001, le petit protégé d'Indy, qui fait office de taxi. Notre trio insolite arrive à récupérer un avion qui a été saboté par les mafieux. Oh non! Monsieur, réveillez-vous! Monsieur! Faut l'appeler Dr. Jones, chérie. Oui, d'accord, Dr. Jones! Je vous en prie! On est déjà arrivé? Très bien. Indiana, Willie et 2001 sautent de l'avion à bord d'un canot de sauvetage avant qu'il ne s'écrase. Ils arrivent dans un petit village en Inde et découvrent que tous les enfants ont été enlevés en même temps qu'une pierre sacrée. Acceptant d'aider les villageois, Indiana Jones et ses deux compères se rendent au palais de Pankot, qui est, d'après eux, la source du mal. Ah, du serpent! Surprise! Quelle surprise! Le trio y est accueilli par un jeune Maharaja et son premier ministre, mais au cours de la nuit, alors qu'il est en plein flirt avec Willie, Indiana échappe à une tentative d'assassinat. Nos protagonistes décident alors de mener l'enquête et s'engageant dans des passages secrets sous le palais, découvrent un temple souterrain où un culte procède à un sacrifice humain en l'honneur d'une déesse maléfique. Ils vont devoir alors échapper à ce culte, récupérer la pierre sacrée et surtout libérer les enfants du village réduits en esclavage tout en échappant aux ensorcellements et autres poupées vaudou. Comme dit précédemment, Les Aventuriers de l'Arche perdue a été un énorme succès. Qui dit succès, dit deuxième film, et pour Lucas et Spielberg, il était évident qu'une trilogie devait voir le jour. C'est pour cela qu'on a la mention Indiana Jones dans le titre. C'est sa saga, et il est déjà un personnage iconique aux yeux du public. Les compagnons d'Indy dans ce film participent grandement à sa réussite. Willie est l'opposé de Marion, ce n'est pas une aventurière, elle est terrifiée par toutes les créatures qu'elle voit, joue de son côté glamour et ne connaît pas les coutumes locales. On peut d'ailleurs regretter que Marion soit absente du film, le fait que ce soit un préquel aurait justement pu permettre d'explorer les origines de leur relation avant l'Arche perdue. De son côté, 2001 est le sidekick idéal pour Indy. Il est malin, débrouillard, sait se battre et a le même attrait pour le mystère que son mentor. Les caractères opposés de Willie et 2001 sont à l'origine de beaucoup de comiques de situation et de quiproquos, ce qui fonctionne super bien associé à un personnage comme Indiana Jones et permet d'apporter un peu de légèreté à ce film qui est réputé pour être l'opus le plus sombre de la saga. Sacrifice humain, mort atroce, travail d'enfant dans une mine, on a le cocktail parfait pour donner des cauchemars à tous les gamins venus voir le film. Même Indy succombera au maléfice du grand méchant Mola Ram avant d'être libéré par 2001, prouvant encore son utilité. Toute cette violence, pour un blockbuster grand public, a donné naissance aux États-Unis au PG-13, une classification concernant les films dont les images ne peuvent pas convenir à des enfants de moins de 13 ans et recommande fortement l'accompagnement d'un adulte. C'est un peu l'équivalent du -10 en France. Alors, on peut pas dire que ce film soit aussi bon que le premier, même si évidemment chacun est libre d'avoir son propre classement de la saga. Le film se déroule en Inde, mais celui-ci ne dépeint pas fidèlement la véritable culture indienne, offrant au public une caricature des véritables pratiques et croyances religieuses locales. Le choc culturel provoqué par le regard d'Indiana Jones sur le pays à travers un prisme occidental déformé a souvent été tourné en dérision, dégradant la représentation de l'Inde au point que le gouvernement indien a interdit le tournage dans le pays, obligeant Spielberg à tourner au Sri Lanka. Ce dernier s'est d'ailleurs excusé quelques années plus tard. Mais ce qui différencie le plus ce film de son prédécesseur, c'est Indy lui-même. Alors que dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Jones agissait principalement par intérêt personnel, même si ses recherches archéologiques ont pour objectif d'alimenter des musées, le début du Temple maudit nous montre un Indiana Jones qui cherche à magouiller pour s'enrichir, plus proche d'un Han Solo. Mais son aventure en Inde va le pousser à se mettre au service des autres. Il s'engage à aider un village dans le besoin, une leçon d'humilité qu'il gardera par la suite. Ce changement a été nécessaire pour donner du sens au rôle d'Indiana Jones dans ce préquel, en le rendant moins égocentrique, et permet de mieux refléter les aspects du personnage apprécié du public dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Malgré tout, on retrouve certains éléments qui participent à créer une cohérence dans la saga. Tout d'abord, le MacGuffin qui est ici représenté par les pierres que Indy veut récupérer pour les ramener au village, tout comme Mola Ram souhaite les garder pour continuer ses pratiques barbares dans le temple. Ce temple maudit, qui donne son nom au film, et qui apparaît comme le véritable antagoniste du récit, tant il semble doué de conscience. La lave, comme les statues qui le composent avec l'aide des pierres,
Il lui associe des réactions, des réflexes presque à chaque nouvelle situation. Quand les personnages se mettent à l'explorer, ils tombent sur de nouveaux pièges à déjouer, et comme dans le premier film, ils sont brillamment exploités et permettent de faire évoluer la saga tout en restant cohérents. Ces pièges donnent lieu à 2 superbes séquences, celle du train de la mine qui deviendra une attraction à Disneyland, et celle où le plafond s'écrase lentement sur les personnages qui rappelle un peu la scène du compacteur d'ordures dans Star Wars 4. D'ailleurs, le plafond et le compacteur se résolvent de la même manière en tentant de communiquer avec un personnage à l'extérieur qui ne comprend pas les instructions, là où on peut voir une différence avec le film précédent, où l'aventure proposée donnait lieu à de multiples voyages, alors qu'ici on est dans un lieu unique. Comme dans le premier film, le voyage est toujours illustré par le trait rouge sur la carte. Spielberg continue aussi de travailler sur les ombres, notamment pendant la scène de la bagarre, mais surtout quand Indy se fait posséder. Il est entièrement plongé dans l'obscurité, symbole de la perte d'humanité, et quand il revient dans la lumière, qu'il reprend vie, il n'est plus lui-même. Pour rester dans la mise en scène brillante de Spielberg, parlons du générique qui dévoile une bonne partie de l'intrigue. Le crash sur la montagne symbolisé par le coup sur le gong, le temple maudit duquel sort Willy qui semble vivant avec ses yeux et sa bouche rouge et opaque comme la lave, et enfin tout ce passage un peu hors de la réalité avec les danseuses qui s'arrachent le foulard rouge qu'elles ont au niveau du cœur, évoque bien sûr la scène du sacrifice. Encore une fois, un générique d'ouverture extrêmement soigné qui dénote du premier film. Une autre différence notable, c'est l'absence totale de nazis, ici remplacés par des indiens au service d'une secte occulte. Lucas souhaitait en effet varier le type d'ennemi à affronter tout en restant dans cette idée d'être à la poursuite d'objets à connotation religieuse et donnant lieu à des scènes fantastiques et horrifiques. Au lieu d'un objet qui amène ces séquences, c'est tout le temple qui en est rempli, avec l'arrachage de cœur qui ne provoque pas la mort, les possessions de corps et les poupées vaudou. Mais une fois de plus, on remarque que l'élément fantastique est annoncé dans le titre, comme pour le premier film. Ce qui éclaire un peu notre grille de lecture et place des attentes concernant les prochains films. Sachant cela, on peut imaginer que Lucas et Spielberg se sont amusés à brouiller les pistes avec ce titre intrigant, La Dernière Croisade. On retrouve la connotation religieuse, mais pas d'indication d'objet ou de lieu, et pourtant c'est un titre parfaitement choisi. De la recherche des faits. Et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri est au fond du couloir. De nouveau prof à l'université, Indy apprend la disparition mystérieuse de son père, Henry Jones Sr. Avant ça, celui-ci lui a envoyé son carnet de notes contenant toutes les informations permettant de retrouver le Graal, une coupe ayant contenu le sang du Christ et pouvant apporter l'immortalité. Indy va donc embarquer dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle course face aux Allemands qui va également permettre d'explorer ses propres origines et la relation compliquée qu'il entretient avec son père. N'ayez pas d'inquiétude, je vais bien. Dieu merci. C'est une copie. Ça se voit au grain par la coupe transversale. Pour retrouver le Graal, il va devoir résoudre des énigmes, éviter des pièges, mais aussi s'infiltrer dans les hautes sphères nazies aux côtés de son père dont la maladresse risque à tout moment de mettre leur plan en péril. L'objectif de ce troisième film est de venir conclure la trilogie. Mais la difficulté à laquelle il se heurte est qu'il n'y a pas réellement de fil conducteur. En regardant les deux films pour l'instant, on voit deux aventures très distinctes d'un aventurier archéologue. Lucas et Spielberg auraient pu se contenter de raconter une troisième histoire sortie de leur chapeau autour d'un MacGuffin qui finit par un élément fantastique. Les gentils qui gagnent et tout le monde est content. Et en fait c'est totalement ce qu'ils vont faire, mais avec un peu plus de nuances. Parce que cette saga c'est Indiana Jones. Le personnage principal donne son nom à la saga, et c'est un personnage qui évolue en fonction des films. Et pour ce troisième et pour l'instant dernier film, il faut donner la couleur d'entrée de jeu. On est au milieu d'un désert états-unien. Cette fois-ci, pas de strass et paillettes, on s'approche davantage de l'ouverture des aventuriers de l'Arche perdue, avec ce groupe de jeunes scouts. Mais cette fois, aucun ne semble se démarquer. Au contraire, ils semblent tous écrasés par la montagne. Cependant, pendant l'exploration des lieux, deux jeunes découvrent un groupe de pilleurs à la recherche d'un trésor. Parmi les deux jeunes, il y a un téméraire tapis dans l'ombre et un timoré en pleine lumière. Et dans le groupe de pillards, la veste, le chapeau, mais c'est pas Indiana Jones. C'est le moment pour le jeune brave de se montrer au grand jour. Indiana Jones, c'est lui. Spielberg peut désormais finir de planter le décor, Utah 1912, plus de 20 ans avant les deux premiers films. Et ces 12 premières minutes d'introduction ont pour but de nous montrer une nouvelle facette de l'aventurier chapeauté. Un jeune assez insouciant qui n'a peur de rien, même pas des serpents, mais dont la faiblesse est sa fougue et sa naïveté. Tous les éléments constitutifs de sa personnalité se sont forgés à ce moment-là. Il récupère son fouet, se fait sa cicatrice au menton, est traumatisé par des serpents, se fait trahir par le shérif corrompu et acquiert finalement son chapeau, signe d'une revanche qu'il devra prendre plus tard.
L'intérêt principal de ce flashback est d'illustrer la relation qu'Indy entretient avec son père, incarné par Sean Connery. Ce personnage du père qui va concentrer une grosse partie de l'intrigue fait ressortir des facettes d'Indiana qu'on n'avait pas encore vues. C'est ça le but du film, la conclusion qu'il compte apporter. La dernière croisade que va mener Indiana Jones. Le Graal, qui est le MacGuffin de ce film, est un objet qu'Henry Jones Sr. a cherché toute sa vie, mais qu'il ne pourra trouver qu'avec l'aide de son fils, Junior. Un objet auquel il a consacré toute sa vie, mais qui va lui rendre. Quand blessé et à bout de force, le Graal va le soigner. Mais ça, c'est la fin du film. Le moment qui scelle leur relation, leur réconciliation. Mais il se passe plein de choses entre temps. Par exemple, on retrouve le personnage du professeur Jones qui enseigne l'archéologie, et celui-ci a beaucoup évolué. Il a beaucoup plus de prestance et ne bafouille pas. Il se retrouve aussi dans la même situation qu'il y a quelques années avec le directeur de l'école qui rentre dans sa classe, mais cette fois-ci, il garde son calme. D'autant plus que pour une fois, il a trouvé l'artefact qu'il cherchait. Il est même devenu célèbre grâce à ses découvertes. On le voit dans cette scène où il est entouré par des étudiants, qui rappelle une autre scène du film avec un célèbre dirigeant allemand. Ce que la mise en scène nous apprend ici, c'est que Jones est beaucoup plus sympa qu'Hitler. Oui. Quand on fait la connaissance d'Henry Jones, c'est quelqu'un qui a peu de considération pour son fils, qu'il prend un peu pour un incapable. Mais avec le temps, il va apprendre à mieux le connaître, ce qui donne des scènes très touchantes, comme le moment où il est persuadé d'avoir perdu Indy et pleure sa perte, mais quand celui-ci réapparaît, il préfère garder sa fierté et faire comme si de rien n'était. Sa fierté, c'est vraiment un de ses principaux traits de personnalité, tant elle impacte tout ce qu'il fait. Rien que donner son propre nom à son fils, ça en dit long. Henry Jones Jr. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Mais même quand il gaffe en mettant le feu au manoir ou en tirant sur la queue de son avion, il assume pas. La fierté de son père fait partie des nombreuses épreuves qu'Henry Jones Jr. devra passer. Les épreuves dans ce film sont assez différentes par rapport aux deux autres. Il y a beaucoup plus de place accordée aux énigmes, notamment avec la séquence de la bibliothèque, mais celle qui nous intéresse se trouve à la fin, quand Indy passe devant pour aller chercher la relique. 3 épreuves qui en cachent une 4e, et il est seul pour les passer. Ici, Lucas et Spielberg emploient la même technique de narration, à savoir montrer les conséquences possibles en cas d'échec. D'abord en activant les lames, mais ensuite en se trompant sur le nom de Jéhovah qui commence par un I et non un J. La 3e est différente car il s'agit d'un pont invisible qui est en fait une illusion d'optique. C'est très intéressant comme épreuve parce qu'elle est inédite, inattendue, et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en cas d'échec pour comprendre. D'autant plus surprenant qu'on pourrait penser au début qu'il s'agit d'un élément fantastique, alors que pas du tout. On a donc une épreuve d'adresse, une épreuve de connaissance et une épreuve de bravoure. 3 qualités importantes pour être un bon chevalier. La 4e qui apporte l'élément fantastique est aussi la plus importante. L'humilité. Fuir la richesse et la vantardise. La preuve ultime que Jones a changé depuis le premier film. Une conclusion parfaite pour un héros formidable. Mais cette leçon d'humilité s'apprend aussi en voyant l'échec de l'antagoniste qui a voulu tenter sa chance avant lui. Celui qui a une fois de plus voulu profiter du fait qu'Indy ait préparé le chemin pour le doubler au dernier moment. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le premier film où les nazis étaient sanctionnés pour leur curiosité. Ici, il est puni pour son avidité. Les artefacts recherchés dans les films agissent comme une force divine qui vient punir les hérétiques. En cela, le Temple Maudit se détache encore plus des 2 autres opus. Mola Ram est puni pour ses méfaits et sa volonté de contrôle par la pierre parce que Indy a activé son pouvoir. C'est lui, en fait, qui le tue. Et si on se dit que c'est le Temple Maudit l'antagoniste du film, là aussi c'est 2001 qui le détruit avec la réserve d'eau. Mais un point commun entre le Temple Maudit et le sanctuaire de la dernière croisade est que les deux sont vivants, puisque l'éloignement du Graal provoque la destruction du sanctuaire. Et ça pour moi, ça représente exactement ce qu'est ce film. C'est une synthèse des 2 premiers opus qui évite les longueurs du premier film et le côté décousu du second, en récupérant le rythme et les comiques de situation, tout en y incorporant la construction scénaristique du premier film, en plus de sa qualité de mise en scène. Au niveau de la mise en scène, bien évidemment, la carte animée est de retour, c'est maintenant une évidence. Mais vous vous souvenez quand on parlait du travail des ombres? Dans ce film, c'est extrêmement bien exploité. Tout d'abord avec l'apparition d'Henry Jones via une ombre qui rappelle l'arrivée du fils face à Marion dans l'Arche perdue, mais aussi quand Indy menace un officier nazi en étant exclu du cadre par la peur qu'il ressent, mais tout de même menaçant malgré le fait qu'il soit dans l'incapacité de tirer. Et tout ça est accentué par les chants contre chants. On voit l'allemand armé, alors qu'Indy, filmé en gros plan, ne l'est pas. En fait, c'est son père qui est armé et en confiance, car il a compris que la fille est complice. Une autre intervention des ombres dans ce film se fait à bord du dirigeable quand celui-ci fait demi-tour et qu'Indy le comprend en voyant la lumière tourner. Moins subtil, mais appréciable tout de même. En dehors de ça, on retrouve beaucoup de scènes de course-poursuite en bateau, en avion, à moto, avec des tanks aussi. Un combat face à une hélice qui rappelle celui dans le premier film. La dernière croisade, c'est un film épique qui réunit tous les bons éléments de la licence, ultra généreux et touchant. Bref,
de loin le meilleur film de la saga, pour l'instant. Parce que après ces 3 films, la saga va se mettre en pause pendant 34 ans, avant de revenir avec le 5e film, Le Cadran de la Destinée. T'en oublies un là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Les années 90-2000 auront été un nouvel âge d'or pour Spielberg et Lucas, qui ont su surfer sur la vague du numérique pour sortir énormément de films devenus cultes, en plus d'une nouvelle trilogie Star Wars dont les derniers films ont été en très grande majorité tournés sur fond vert. En voyant tout ce qui était possible de faire avec cette technologie, le film Indiana Jones et les soucoupes volantes que Lucas voulait faire en 1994 devient possible. 20 ans sont passés depuis la dernière croisade. En pleine guerre froide, Indiana Jones et son collègue Mac sont capturés par des militaires soviétiques dirigés par la colonelle professeure Irina Spalko, interprétée par Cate Blanchett. Amené de force dans la zone 51, Indy aide Spalko à s'emparer d'une caisse contenant le cadavre d'une créature qui rappelle fortement celui d'un extraterrestre. Que veux-tu que je te dise, Jonesy? Je suis capitaliste. Et il paye. Trahi par Mac qui a rejoint les Russes, Jones parvient quand même à s'échapper, non sans passer par une ville artificielle que tous les joueurs de Call of Duty reconnaîtront. Oh, ça, c'est pas bon signe. Une fois tiré d'affaire, il fait la connaissance d'un jeune motard, Mutt Williams. Ce dernier lui fait part de la disparition de sa mère, ainsi que du professeur Oxley, enlevé par des agents soviétiques alors qu'il recherchait un crâne de cristal en Amérique du Sud. Notre duo entame alors un voyage périlleux vers le Pérou, où l'attendent temple mortel, retrouvailles inattendues, fourmis tueuses et un crâne de cristal légendaire dont l'origine serait peut-être de par-delà les étoiles. Le royaume du crâne de cristal est sans aucun doute l'opus mal aimé de la saga Indiana Jones. Le film serait trop cartoonesque et abuserait des effets spéciaux numériques, certes. Nous sommes en 2008, les CGI sont omniprésentes dans les films à gros budget, et Indiana Jones, il échappe pas à la règle. Je pense surtout à la fameuse scène des singes ou des fourmis géantes. Certes, les effets pratiques sont la marque de fabrique des 3 premiers films, mais les scènes imaginées par Lucas et Spielberg étaient trop complexes pour les réaliser avec de vrais animaux. Surtout celles avec les fourmis. Le vrai problème, c'est que la photographie de Janusz Kaminski, pourtant magnifique et qui fait ressortir le polish des années 50, a malheureusement tendance à rendre évident les CGI dans les espaces très ensoleillés. Par contre, le ton cartoonesque reste raccord avec les œuvres pulp dont la saga a toujours tiré ses inspirations, et l'intégration des aliens en fait partie. Les 3 premiers films sont inspirés des serials des années 30, et ceux-ci évoluent pour aller vers les films de SF de série B dans les années 50. Le film reste donc cohérent avec cette évolution temporelle, d'autant plus que dans le film, le crâne est considéré comme un artefact mystique, comme les autres MacGuffin de la saga, ce qui reste cohérent avec la civilisation maya qui est mise en avant dans le film et qui vénérait le soleil. C'est une extrapolation, c'est caricatural, mais ça reste cohérent avec le ton général de la saga. On a ensuite le personnage de Mutt, joué par Shia LaBeouf, le fils d'Indy et de Marion, qui revient pour la première fois dans la saga, après l'Arche perdue. Mutt est perçu comme une caricature de loupard et une tentative bancale de passation de flambeau avec son père. Sa dynamique avec ce dernier n'a pas convaincu tout le monde dans sa volonté d'être un miroir de celle d'Indy avec son propre père dans le 3e film. Et même si c'est maladroit ou un peu facile par moments, leur relation père-fils marche bien durant certaines scènes, en montrant un fils qui reproduit les mêmes schémas que son père tout en voulant s'en détacher. Ensuite vient la critique sur l'âge d'Harrison Ford. C'est vrai que le voir revenir à 64 ans dans le rôle, ça a de quoi faire rire. Mais le film assume son âge, Indy est plus fatigué, plus désabusé, ce n'est pas le même homme que dans la dernière croisade, et c'est justement ça qui est intéressant. On a un héros qui vieillit avec son public et un acteur motivé qui s'est mis au régime et s'est entraîné physiquement pour faire certaines de ses cascades. Et puis bon, la critique de l'âge est ironique maintenant quand on sait que un 5e film est sorti 15 ans après. Certes, Le Royaume du Crâne de Cristal est le moins bon épisode de la saga. Est-ce que ça en fait un mauvais film? Je ne pense pas, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment le film s'insère dans la saga. On peut commencer par regarder le titre du film, Le Royaume du Crâne de Cristal, qui combine 2 éléments, l'objectif, le MacGuffin, mais aussi une indication de lieu comme le Temple Maudit. Effectivement, le film se rapproche du 2e film de la saga, notamment vers la fin, où on a affaire à un lieu conscient. De même, l'aspect fantastique, ou science-fictionnel en l'occurrence, est présent dès le début, avec le crâne de l'alien qui provoque la folie de certains personnages, et le lieu final qui punit l'antagoniste du film. Sur ce point-là, c'est difficilement compréhensible. Le crâne souhaite être ramené à sa position, mais tue celui qui a exaucé sa volonté. Au mieux, c'est une redite du premier film où elle est punie pour sa curiosité et sa soif de connaissance. Au pire, c'est stupide. On a aussi le thème de la trahison, avec le personnage de Mac, qui speedrun en 5 minutes en se rangeant du côté des soviétiques, avant de faire marche arrière et de révéler que c'était un agent double, pour continuer l'aventure avec Indy, mais en fait, non.
Il le trahit à nouveau parce que les Russes ils payent mieux et qu'il a des dettes. Bon, là aussi c'est vrai qu'on est en dessous des 3 premiers opus, même si le Temple Maudit ne comptait pas vraiment de trahison. Mais ce qui est important dans la saga, c'est l'évolution d'Indy et sa dualité entre l'aventurier et le professeur. Après qu'il ait survécu à une explosion nucléaire en se cachant dans un frigo, ce qui entre nous n'est pas plus stupide que de dévaler une montagne dans un bateau gonflable, après ça, donc, il se retrouve à nouveau à donner des cours à l'université en se faisant interrompre par le directeur. À part les cheveux blancs et l'absence de la sonnerie qui le libère du cours, cette scène montre qu'il est plus fatigué qu'avant, plus blasé, et on imagine qu'il lui tarde la retraite. Dans le reste du film, on retrouve un Indy grincheux qui va redevenir glorieux en retrouvant Marion. Pour le coup, c'est une évolution logique et plutôt bien amenée du personnage. Mais est-ce que Spielberg a suivi la même évolution de son personnage? On retrouve bien les cartes et le travail des ombres dans ce plan qui traduit la dualité entre un Indy en contrôle et un Indy violent, mais le générique d'ouverture, qui jusque-là représentait un film dans le film, est largement en dessous de nos espérances. Il montre un groupe de jeunes qui fait la course avec les membres de l'armée soviétique déguisés en soldats américains. Ça illustre la différence entre la jeunesse d'après-guerre, libérée, et ceux qui veulent prolonger la guerre en guerre froide. On peut y voir un parallèle entre la relation que Mac entretient avec Indy qui voudrait se prêter au jeu de la jeunesse, mais a d'autres obligations. Alors, est-ce qu'avec ce film, Spielberg est devenu lui aussi un vieux grincheux qui envie la jeunesse? Pas vraiment. Mais c'est vrai que ce film se contente de raconter une histoire de plus sans évolution majeure, sans nouvelle grille de lecture, et sans apporter une conclusion aussi satisfaisante que pouvait l'être La Dernière Croisade. Et c'est d'ailleurs le dernier film qu'il réalisera pour cette saga, la dernière collaboration Lucas-Spielberg, puisqu'en 2012, tout a basculé. Indiana Jones, c'est une licence co-détenue par Lucasfilm et Paramount. Donc en 2012, quand Disney rachète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars, ils acquièrent la licence Star Wars, mais aussi la licence Indiana Jones, rendant la mise en chantier d'un 5e film envisageable. Kathleen Kennedy, qui avait déjà participé à produire la saga, se retrouve à la tête du groupe et annonce qu'en 2023, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sortiraient en salle. Dans ce dernier film, Indiana Jones est vieux, engourdi, grincheux, alcoolique et divorcé. Pourtant, l'aventure va à nouveau venir taper à sa porte quand sa filleule Helena va vouloir en apprendre plus sur l'Antikythera, une machine conçue par Archimède qui permettrait de voyager dans le temps. On est vers la fin des années 60, mais un petit groupe d'irréductibles nazis résiste encore et toujours à Indiana Jones et cherche à récupérer cet artefact dans le but de revenir dans les années 30 pour permettre aux Allemands de gagner la guerre. L'Antikythera étant incomplet, Indy et les Allemands vont livrer bataille pour trouver la deuxième partie de cet objet en explorant des tombeaux, des océans et en déchiffrant des messages codés dans le but de libérer son pouvoir et d'accomplir le rêve de tout archéologue, voyager dans le passé. Pour moi, ce film, c'est une trahison de la saga. Je ne trouve pas que ce soit le plus mauvais, mais il ne s'inscrit pas dans la lignée créative des films. À commencer par un détail pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Tous les films s'ouvrent avec un générique qui raconte une histoire comme on l'a vu, mais avant ça il y a toujours le logo Paramount et une transition vers un élément qui en reprend la forme. Une montagne, un gong, des rochers ou... Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un gros tas de merde. Ah non, c'est bon, c'est un terrier de marmotte. Mais dans ce 5e film, la transition se fait avec le logo de Lucasfilm vers une serrure de fourgon. En fait, c'est vraiment une décision de producteur, une volonté d'établir leur marque comme force principale de production, au détriment de la cohérence de la saga. Et pourtant, le générique qui suit joue un petit peu le jeu de masquer le visage d'Indy comme d'habitude avant de dévoiler un modèle 3D du visage d'Harrison Ford. Mais bon, au-delà de ça, ça raconte pas beaucoup plus. On n'a pas d'indication textuelle de temps ou d'époque comme dans chaque film, mais on comprend globalement qu'on est en 1945 et qu'on est donc dans un flashback. La dernière fois qu'on a vu un flashback, c'était dans La Dernière Croisade, où on racontait un moment fondateur de la vie d'Indiana Jones. Ici, le flashback n'est utile que dans le contexte du film pour introduire le MacGuffin, le cadran de la destinée en l'occurrence. Présenter l'antagoniste aussi, incarné par Mads Mikkelsen, et aussi introduire le personnage de Shaw qui ne servira pas à grand chose après ça. L'intérêt de toute cette séquence est aussi de pouvoir montrer des scènes d'action avec un Indiana Jones en forme, vu que le reste du film en manque cruellement. 2h30 de film et les seules scènes d'action sont des courses-poursuites. Alors d'accord, James Mangold, le réalisateur, a réalisé Le Mans 66, il sait filmer des voitures qui roulent vite, mais pour autant ces scènes sont assez ennuyantes et rébarbatives. Et c'est compréhensible qu'on ne puisse pas demander à Harrison Ford d'en faire plus, mais dans La Dernière Croisade, on avait aussi beaucoup de courses-poursuites avec Sean Connery. Mais là, ces scènes servaient à montrer le dédain du père, ainsi que sa maladresse, qui avait tendance à compliquer les choses, là où Indy avait pourtant la maîtrise de la situation.
Dans ce 5e volet, même quand il est censé escalader une paroi, il reste statique, à se demander s'il y avait un réel intérêt à refaire un film Indiana Jones, autrement que pour exploiter la licence et faire de l'argent. Ensuite, la mise en scène de Mangold fait le taf, mais pas de grande prouesse là non plus. On a rapidement un travail sur les ombres avec Mads Mikkelsen, mais pas de quoi en faire une grande analyse. La carte est aussi de retour, mais très, voire trop modernisée. Elle n'a pas le charme de l'ancienne. Jusqu'au générique de fin où le film fait l'opposé du reste, en se finissant par un écran noir, là où les autres finissaient sur des plans marquants, avec un générique déroulant. Le problème c'est pas de se différencier, mais de ne pas respecter les codes de la saga installés depuis le début. Pour ce qui est des autres points, on a effectivement une trahison, pas dans le flashback, mais dans le présent avec Elena, mais c'est rapidement désamorcé. On retrouve le professeur Jones dans un amphithéâtre énorme, interrompu par un groupe d'élèves. Le but ici, c'est de montrer qu'il n'a pas évolué avec son temps, il est seul et bientôt à la retraite, il n'intéresse plus personne. Les gens ne se passionnent plus pour l'archéologie, mais plus pour l'astronomie. On peut le voir autrement. On préfère regarder des films de SF plutôt que de l'action-aventure. Pour autant, l'appel à l'aventure existe toujours pour Elena Shaw, la fille de Basil, qui souhaite récupérer l'Antikythera dans le but de la revendre, comme Indy au début du Temple Maudit, avant qu'il ne change. Les nazis, présents dans la saga dans un film sur deux, ont une toute autre motivation, et c'est un peu inédit, puisque avant ils voulaient seulement récupérer les antiquités pour le prestige, ici ils veulent remonter dans le temps pour gagner la guerre, et pourquoi pas après tout, hein, c'est original et ça promet du grand spectacle. Le problème c'est qu'avant ça, il faut recomposer l'objet avec plusieurs énigmes et sites à fouiller, des sites qui ne contiennent aucun piège d'ailleurs, juste des énigmes. En fait, on a un double MacGuffin, une pour chaque partie de l'Antikythera, qu'il faut soit garder et protéger, soit traquer et fouiller. Ça rallonge l'intrigue pour pas grand chose, ce qui fait de ce film le plus long de la saga, et de loin. Une fois l'objet reconstitué, le voyage dans le temps peut commencer, et c'est une petite déception. Un nouveau monde infini s'ouvre, et ce qu'ils en font, ça tombe un peu à plat, en plus de s'en mêler les pinceaux. On n'est pas à la bonne époque, et on croit d'abord à une erreur des Allemands qui n'auraient pas pris en compte la dérive des continents, alors qu'en fait, c'est juste Archimède qui avait programmé l'objet pour venir à ce moment précis. De plus, l'élément fantastique de ce film n'a rien d'horrifique, contrairement aux 4 autres films. Il n'est pas non plus basé sur un quelconque culte religieux, et ne punit pas directement les antagonistes qui finissent par mourir d'un crash aérien. L'horreur dans Indiana Jones n'est pas obligatoire, mais on y est habitué. Elle est graduelle dans ces films. D'abord les squelettes, des insectes, du sang, avant de sortir le fantastique. Ça crée forcément des attentes chez le spectateur qui se retrouve avec une alternative qui pourrait être géniale si elle était mieux exploitée. En bref, même s'il y a de bonnes idées comme la course-poursuite à cheval, le retour de Marion après la disparition de leur fils qui nous fait un remake de la scène du baiser, qu'on revoit ce bon vieux Salah, et qu'Harrison Ford fait de son mieux car il aime ce personnage, ça se voit, ce héros usé et confronté à sa légende, même s'il y a plein de bonnes choses, ce film n'est pas à la hauteur des films qui l'ont précédé, même du 4ème qui au moins a été fait avec une volonté sincère de création. Au final, que retenir de cette grande saga ? Un héros, un visage, celui d'Harrison Ford, glorieux, téméraire, généreux, un héros bien défini qui évolue avec le temps et qui inspire plusieurs générations d'enfants, comme moi, qui, comme 2001, ont suivi ses exploits et ont cherché à l'imiter. Lara Croft dans la série Tomb Raider et Nathan Drake d'Uncharted sont un peu ses descendants spirituels en jeu vidéo, même si les deux ont vu leurs histoires narrées sur le grand écran. Pas forcément avec les meilleurs films. Une grande quête à la recherche d'un artefact avec un final hors du réel, des trahisons et des antagonistes punis pour leurs méfaits, ça me rappelle vaguement quelqu'un d'autre. Et comme pour boucler la boucle, cette année est sorti un jeu Indiana Jones sur Xbox et maintenant sur PS5, et pour tout vous dire, il nous tarde d'y jouer. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner sur YouTube, allez aussi écouter notre podcast Rien à voir les films sur toutes les plateformes, et si ce soir vous n'avez rien à voir, toute la saga Indiana Jones est disponible sur Disney+, et bien évidemment, ils sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao, bye, salut. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Comme Indy, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le botox dans les veines. Pour un flirt avec toi. Tu sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais compris cette phrase alors que c'est comme Indy, j'ai cherché le Graal. C'est par rapport à la croisade.